bien se passer avec Bernard Campan. Bernard. Bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Laurent. On se connaît depuis longtemps, on ne se voit jamais. Je crois qu'on s'aime bien. J'essaie d'en placer une déjà, j'y arrive pas là. Non, merci de m'avoir invité, Laurent. Voilà. On se connaît sans se connaître, on s'apprécie. Sans s'apprécier, non, on s'apprécie. Et on a envie de creuser un petit peu le truc. Moi, j'ai creusé. Bernard, t'es né un 4 avril 1958, 2 semaines avant moi. Genre, j'étais là avant, ce qui dénote une belle mentalité de merde. Enfin, passons sur cet esprit... Ouais, non, c'était peut-être tout simplement pour te dire, voilà, le chemin, c'est par là. Tu n'es pas sorti par le même chemin que moi. Ma mère m'en aurait parlé, et ma mère n'a jamais accouché à 2 semaines d'intervalle. Donc déjà, tu démarres très mal. Bon, c'est vrai. On va Est-ce que tu connais, Bernard, des personnalités qui sont nées un 4 avril? Alors, non. Alors, ça m'est arrivé de dire, ah oui, tiens, effectivement, il est connu ou elle est connue, il est né un 4 avril, mais j'ai oublié. Robert Downey Jr. Ah oui, Robert Downey Jr., bah oui. Iron Man. Ouais. Daniel Cohn-Bendit. Ouais, on passe. Non, mais j'aime bien. Mais bon, Anthony Perkin, alias le tueur de la douche. Ouais. Pierre Freinet, ce que n'a pas su faire Pierre Palmade. Ok, alors. Pierre Freinet, il parle un petit peu comme ça. Ça me rappelle un peu le phrasé de Pierre Freinet. Bravo. Ouais, un peu comme ça, ouais. Il était alsacien, c'était une hérésie pour Rému qui joue dans la trilogie de Pagnol. Ben oui. Parce qu'il était alsacien. Ouais, là, c'est... Et il s'est pas mal démerdé. Il s'est pas mal démerdé. C'était un bon, Marseillais. mais quand même, il n'était pas pure souche marseillais. Ouais. Marguerite Duras, que tu as, si mes sources sont bonnes, pécho en 1996. Là, au moment, elle était au mieux de sa forme. Non, parce qu'elle est décédée 8 jours après. Oui, c'est ça, mais c'est ce que je dis. Voilà, elle était... C'est le chant du cygne, c'était juste avant sa mort. Ouais. Il y a également El Chapeau, qui est né un 4 avril. Alors, pas celui de Chapi Chapeau, hein, pas celui à droite. Hein. El Chapeau, le narcotrafiquant. Char d'assaut. Je connais pas. Non, pardon, j'ai mal écrit. Serge Dassault. Serge Dassault, effectivement. Donc tu étais très proche. Moins prestigieux, Michel Fourniret. Oh putain, c'est vrai, tout ça, c'est né un 4 avril. Ouais, donc tu n'étais pas très fan. Ça crée pas des liens. Hein. Non. Non. Sans oublier, bien sûr, Pol Pot, Nicolae Ceausescu, Non. Himmler Non. et Jordan Bardella. Voilà. Non, mais comme quoi, voilà. Bon. Quoi. Parmi toutes ces personnalités, c'est laquelle dont tu te sens le plus proche? Qu'est-ce que tu as dit au début? Je sais pas. Ceausescu. Duras, peut-être. Parce que j'ai quand même lu quelques lignes. Comment ça, quelques lignes? Moi, j'ai très peu lu, mais un petit peu. Suffisamment pour me rendre compte quand même que c'était un grand auteur. Là, tu vas voir que j'ai bossé. Oui. Tu es né à Agen, et pourtant tes parents t'ont pas appelé Bruno. Pourquoi? Bono? Bruno? Oui, Bruno d'Agen. Oui, non, Bono, j'ai Il y en aura d'autres. Hein. Alors, je suis un peu sourd. Hein. Il y en aura d'autres, oui. Ils ont pas appelé non, Bono. pour te dire la qualité des vannes. Oui, non, t'es au top. T'as fait ça cette nuit, quoi. Tes parents, justement, parlons-en. Alors, ton père était gynécologue ambulant et ta mère soigneuse de baleines à bosse. Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, c'est Wikipédia est bon. Là. Non, ils étaient profs, italien pour ton père, français pour ta mère. Ouais. Tu parles italien? Non, mais je parlais un petit peu mieux. Quand j'étais plus jeune, on allait en Italie toutes les vacances. Beaucoup Florence, mais on allait en Italie. Donc voilà, j'entendais parler italien. Puis mes parents étant profs, parce que ma mère aussi était prof de français et d'italien. Et je l'ai eu d'ailleurs, ma mère, en prof d'italien au CES en 4e et 3e. T'as eu ta mère comme prof? Ouais. Raconte, alors ça. Parce que j'avais redoublé ma 4e. J'étais dans un lycée. Alors ils m'ont dit, allez, toi maintenant, on va te surveiller. Donc je suis arrivé au CES où elle enseignait. Et donc je faisais les cours d'italien avec elle. Et alors elle m'avait dit, c'est un peu emmerdant quand même parce que comment tu vas m'appeler? C'est ça, j'allais te demander, maman, voilà, madame. Tu vas pas dire maman, tu vas pas. J'en sais rien. Il dit, écoute, moi, je demande à ce qu'on parle le plus possible l'italien, donc tu diras professoressa, voilà. Un peu bon, et donc on a commencé. Et du coup, t'as ripé le jour où t'as dit maman va fanculo. Non, mais c'est un peu ça parce que dès le 2e jour, elle sort un magnétophone pour. En fait, c'était les langues, les langues vivantes. Alors il y avait un magnétophone pour, je sais pas, diffuser, je sais pas trop quoi en italien, et elle s'en sortait pas. Alors j'ai dit professoressa, non, c'est maman, c'est pas comme ça. Et puis c'était parti après, voilà. Ouais. Tu as passé ton enfance à Tours, malheureusement, où tu croisais parfois Jean Carmet sur un quai de gare parce qu'il avait encore raté son train. Ouais, à Saint-Pierre-des-Corps. Ouais, à Saint-Pierre-des-Corps,
Je le vois qui avise un contrôleur. Et le train pour Vouvray, là. Et le contrôleur dit, bah, il vient de partir. Oh mince, encore un que j'ai loupé. Comme ça. Et je trouvais ça tellement touchant. Ouais. Ma mère est née à Vouvray. Ah ouais? Un petit plus, quoi. On se raconte nos vies. Ouais, ça se... Alors Tours, ouais, c'est pas glamour comme ville. Enfin, moi, je suis né dans le sud-ouest. Donc, Tours, je sentais que c'était pas vraiment ma ville. Bon, c'est quand même là où je me suis fait tous mes copains d'enfance, c'était là. Donc, ça crée des liens, mais des liens affectifs. Mais sur la ville, j'ai pas d'attrait. Voilà, je me sens pas proche de la ville particulièrement. Comme tu l'as dit, tu as redoublé ta 4e. Tu dis que tu étais un cancre. Ouais. Moi aussi, j'ai redoublé la 4e. On a plein de points. Oui, je suis sûr. Plein. Ouais. Mais moi, j'étais un vrai cancre. C'est-à-dire qu'après avoir redoublé la 4e, avant, j'avais déjà redoublé le CM2 et j'ai arrêté en 4e. Alors que toi, tu as été jusqu'au bac que tu as eu au rattrapage, certes. Mais pour moi, un mec qui a son bac, c'est pas un cancre. Ouais, mais enfin, c'est... Donc, pardon, tu dis un peu de la merde quand même. Il faut surveiller ce que tu dis. Je me suis senti cancre. Donc voilà. Il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Non, mais Parce que les cancres n'ont pas leur bac. Non, mais c'est surtout que c'est de la médiocrité qui veut bien dire ce que je veux dire, cette espèce de moyenne comme ça. Je trouve ça plus difficile que être un bon cancre et puis arrêter en 4e. Ça, c'est prestigieux, ça, c'est du panache. Moi, j'ai ramé jusqu'en terminale, quoi. Résultat, tu as eu ton bac et les gens ne savent pas dans quelles conditions, ils ne savent pas que tu es passé limite au rattrapage, ils s'en foutent. Ouais, tu as eu ton bac, tu t'es débarrassé de ça ouais. et tu as dit à ta mère, je pars faire le tour du monde. Voilà. Hop, je veux pas que tu te retrouves drogué à Katmandou. Voilà, putain, tu sais tout. Je vais t'inscrire au cours Simon, comme si... Alors du coup, tu t'es drogué en France. Et exactement, c'est ce qui s'est passé finalement. Et je pensais au bac, parce que excuse-moi, je reviens sur le bac, mais au rattrapage, le 0 était éliminatoire et il y avait des maths. Et les maths, je savais rien, mais je pouvais rien dire au mec. J'avais noté une petite formule qui me semblait peut-être tac, et le mec me dit, mais écoutez, c'est même pas 0, c'est moins de 0, quoi, que vous méritez, Il dit, bon, c'est éliminatoire, vous êtes sympa, je vous mets un. Et moi, j'ai bien aimé les profs qui m'ont sauvé. Il y a des profs qui m'ont coulé, qui m'ont mis un pied sur la gueule et qui m'ont foncé dans la boue. Puis il y a plein de profs qui m'ont sauvé. Et ce prof-là que j'ai croisé juste une demi-heure, m'a sauvé. Donc ta mère t'a inscrit au cours Simon, tu as tes années galères, enfin semi-galères, parce que tes parents te payent une chambre et te filent un peu d'argent de poche. Et toi, assez classe, tu dis non, ne m'en donnez pas trop, ne m'augmentez pas. Hein, tu avais de quoi manger, mais pas de très très bien manger. Ouais, c'est que les 4-5 premières années avant que je commence à gagner ma vie, en fait, la vie augmentait, le loyer augmentait et je ne demandais rien à mes parents de plus. Donc, j'avais mon argent de poche qui réduisait au fur et à mesure que les années s'écoulaient. Je me faisais un point d'honneur à ne pas leur demander plus d'argent. En plus, je pensais que pour réussir dans ce métier, il fallait bouffer un peu de vache enragée. Donc, ça, c'était mon credo. Donc, j'admirais ceux des élèves du cours Simon qui se levaient à 4 heures du matin pour aller au hall, pour bosser, qui arrivaient à 9 heures. Je dis, putain, eux, ils vont réussir. Donc, c'était un peu l'idée que j'avais. Il fallait que j'en chie un peu. En 82, tu rentres au petit théâtre de Bouvard où tu rencontres Légitimus Bourdon. En 84, vous partez de chez Bouvard, vous formez les Inconnus. Au début, vous êtes 5 et puis après, vous êtes plus que 3. Vous galérez un petit peu vous faites des sketchs dans les boîtes de nuit avec ta petite R5 rouge. Ouais, j'avais la R5 rouge, elle est magnifique. Ouais. Et puis après, c'est un succès phénoménal à la télé, au cinéma. Enfin, c'est un phénomène de société, les Inconnus. Ouais, qui recouvre une période assez courte de 89 à on va dire 95 où c'est le dernier spectacle et en plus les 3 frères au cinéma. Donc on a fait tous nos sketchs et nos spectacles entre 89 et 95. Tous nos spectacles, toutes les émissions télé, il y en a eu 6. Donc oui, c'était du boulot de manière incessante pendant 5 ans, quoi. Après, tu pars. En 2002, Zabou Bretman te propose un rôle dans Se souvenir des belles choses et après, tu ne fais plus que des films chiants. C'est vrai. Ouais, je m'étais dit, je pense que c'est pas mal de faire des films chiants. Je trouvais ça intéressant. Voilà. C'était Bernard Campan, merci beaucoup, mon invité. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Salut, à la prochaine fois. Je te crois pas. Quoi? Non, mais je me suis dit, on sait jamais, j'ai peut-être confondu, peut-être ça dure que 10 minutes. Il me semble non, normalement, ça dure 1 heure. Mais quand t'es inspiré par les gens. Ouais. Quoi, tu veux qu'on rentre dans le détail? Mais vas-y, rentre dans l'art, mais oui, au contraire. Je sais pas si ça va intéresser les gens, mais on y va. Alors, je te lance sur des trucs
et tu réagis tout seul, d'accord? Oula, oui, d'accord. Non, voilà, par exemple, t'as des nouvelles de Pascal Sessou? Ah ouais, alors c'est comment intéresser les gens, mais Pascal Sessou, bien sûr, j'ai eu des nouvelles, même très récemment. C'est un des premiers copains que je me suis fait à Tours, avec Jean-Michel Niesterévitch. Pascal Sessou, c'était mon voisin, on s'aimait beaucoup. Et Ouais, tu l'aimais beaucoup, ouais, mais tu l'as fait bouffer de la merde de lapin. Et bah voilà, c'est-à-dire que j'avais un lapin et j'ai voulu le piéger, alors j'ai mis une crotte de lapin dans un michoco, je lui ai fait manger, il l'a mangé. Et j'ai dit, c'est bon? Il m'a dit oui. J'ai dit, bah, il y avait une crotte de lapin. Et sa mère est venue sonner un quart d'heure plus tard chez moi pour dire à ma mère, votre fils est quand même un peu fou, il fait bouffer des crottes de lapin à mon fils. Voilà. Mais on en a reparlé récemment avec ce garçon, on s'est perdu de vue pendant plus de 40 ans, 50 ans. Et voilà. Il a toujours un arrière-goût dans la bouche. Non, lui ne se souvenait plus exactement. Il pensait qu'il l'avait recraché. J'ai dit non, tu l'as pas recraché, tu l'as mangé jusqu'au bout. Donc c'est sympa aujourd'hui de deux adultes de 66 ans qui discutent de ça, c'était rigolo. Ce qui serait drôle, c'est que tu l'invites à un apéro et que dans le petit bol avec les olives, tu mettes que des crottes de lapin, mais sans michoco. Ouais, mais pourquoi pas. Tu pourrais me chanter la complainte du pont de Pierre? Regardez le soleil qui pointe sur la Loire, illumine ma gloire. Ah ouais, alors donc ça c'est le Cristal. Cristal, avec les copains avec qui on formait un groupe. Le pont de Pierre s'effondre et le type qui nous louait, qui s'appelait Riton, qui nous louait l'endroit où on répétait, qui était un producteur tourangeau. Il dit, allez les gars, il faut faire une chanson là pour le pont de Pierre, mais il faut faire vite. Hein. Alors je la veux pour demain. Donc on a écrit ensemble cette chanson à deux guitares, voilà, qui est assez pénible à écouter. Et ça s'est vendu à 3000 exemplaires quand même. Sérieux? Les Tourangeaux, bah, ils tenaient à leur pont. Alors, je sais pas, on était pas aux Galeries Lafayette, c'est quoi, à Tour des Monoprix ou je sais pas quoi. Et on vendait le disque. Non, il s'en est vendu 3000. C'est introuvable sur Internet. Hein. Bah, j'ai cherché. Tu l'as pas, toi, chez toi? Si, j'ai un enregistrement, mais j'ai pas le disque. Je l'ai plus, je sais plus. Ça te fait quoi d'être connu par les Mongs? Alors là, à mon avis, je sais pas où t'es allé chercher sur Internet, mais tu t'es fait avoir. Là. Les non, Mongs. non, déjà, t'as failli tuer Pascal Légitimus en Guyane dans un accident de bagnole. Ah, et Mongs, vous allez voir les Mongs, qui est une tribu reculée. Ah, ça s'appelait les Mongs, effectivement. Et vous allez voir cette tribu, mais c'est Voyage au bout de la Terre, c'est Frédéric Lopez. Et là, les Mongs, ils vous reconnaissent et ils font... Tête de Bouvard. Tête de Bouvard. C'est vrai. Ah ben j'avais oublié ça. Toi, je connais mieux ta vie que toi, en fait. Mais je me souvenais, avec Pascal, on est parti en bagnole. Pascal n'avait pas son permis à l'époque. C'est moi qui conduisais. Puis sur des petites routes guyanaises. Ouais, de terre battue. Et et on se refaisait un sketch qu'on avait fait chez Bouvard, justement, des mecs du Paris-Dakar. On était là, oh là là. Et tout d'un coup, j'ai loupé mon virage en déconnant. On a dérapé. On est allé dans le bas-côté. On a à peine effleuré un arbre. Boum. Pascal m'a regardé, m'a dit, je savais que c'était pas mon heure. Voilà, c'est Pascal. Et après, on est arrivé chez les Mongs, effectivement. Et là, dans des cahutes, sur pilotis, genre comme ça, va. Tête de Bouvard. Refais-le. Tête de Bouvard. Tête de Bouvard. Sans se moquer, bien sûr, avec respect. C'est pas la première fois que tu as failli mourir avec Pascal. Moi, j'ai failli mourir un nombre incalculable de fois. On a failli mourir tous un nombre incalculable de fois, mais on ne sait même pas. C'est vrai, mais toi, tu cherches à Nouméa, tu te baignais à l'île aux Pins, tu te baignais et il y a un tricoreiller, un serpent extrêmement venimeux qui vient vers vous et toi, tu le touches. Ah non, je ne l'ai pas touché. Ah, ah non, ça c'est... Pardon, mais je connais mieux J'ai dû m'en vanter une fois, mais... que toi. Non, oui. J'ai le témoignage du serpent. Alors, c'est si ça. Tu veux Ah, je dis, c'est super beau, c'est quoi? Et effectivement, c'était coloré, il y avait tricoreiller marron avec des traits rouges, comme ça. Je pensais à une anguille, moi. Bien sûr. Ou un truc. Ah, bah, les anguilles de Nouméa, bien sûr. Voilà. Et donc, je m'approche, on avait de l'eau jusqu'aux genoux, quoi. Je dis, je m'approche pour le toucher, puis quelqu'un me dit, non, c'est hyper... Alors, c'est très venimeux, très dangereux, toi qui connais bien les animaux, mais comme ça a une toute petite bouche, ça ne peut que te piquer dans des endroits, tu vois, où c'est fin, entre les phalanges, là, voilà, où il y a un peu de peau comme ça, voilà, mais ça peut pas. Oulé, finis tes phrases. Oulé, je sais pas, j'ai pas fini. Voilà. Il y a quelques années, tu as dit haut et fort, rentrez chez vous, les Noirs et les Arabes. Et les Bougnoules, tu as dit. Ah oui, c'est les Bougnoules. Oui. Rentrez chez vous, les Noirs et les Bougnoules. Ah ouais. Oui. Tu vois, j'ai plus dans l'oreille le texte. Tu serais prêt à le redire aujourd'hui? Tu le penses toujours?
Bah, est-ce qu'on pourrait le refaire? Est-ce qu'on pourrait le refaire? Je ne sais Alors, pas. on précise que c'était une parodie d'Ushuaïa Voilà, de Ushuaïa qui se retrouve boulevard Barbès. avec Nicolas C'était Hulot. rigolo parce qu'on avait la caméra, la paluche, comme on appelle ça, ou on appelait ça, qui me filmait ma tête. Et puis j'avais des caméras qui me filmaient un peu de l'extérieur comme ça. Donc mais je l'ai pas dit en direct. Hein. Rentrez chez vous les Noirs et les Bougnoules. On l'a rajouté au son après. D'ailleurs, c'était très bien fait parce que voilà. Et je partais en courant après avec mon mégaphone, avoir juste fait le mouvement et sans avoir dit les paroles. Et en partant en courant, il était prévu donc le premier assistant, Norbert Bensoussan, qui me poursuive, et une autre personne. Sauf qu'on a fait une prise, je sais plus si c'est la première ou la deuxième, où là, il y avait carrément 5 personnes qui me poursuivaient sans savoir pourquoi. Et bon, c'était rigolo. Dans la télé des inconnus, tu as joué mon rôle. Ça t'a fait quoi de rentrer dans la peau d'un grand personnage? À défaut de lui rentrer dans l'art. C'était difficile. Tu sais, moi, je sais que tu as dit que pour toi, c'était difficile quand tu intervenais chez Ardisson. Au début, au moins, c'était quelque chose de... Moi, c'est pareil. Enfin, parmi les points communs qu'on a, ça n'a jamais été facile pour moi de faire rire. Et quand je te refaisais, j'étais pas satisfait du tout. Alors, c'était pas censé être une imitation au sens... Patrick Sébastien du terme, mais c'était quand même l'imitation de Laurent, qu'on appelait Bouffi, je crois. Ouais, c'était tout à fait ça. Et pourtant, c'était certainement très approchant, mais je me sentais pas fier de ça. Et puis, j'avais pour toi, j'ai plus depuis le temps, mais une grande admiration. Je me dis, ce mec, comment il fait pour sortir des vannes comme ça, qui fusent tout. Bon, voilà. Et avec cette admiration, j'étais un peu encombré de t'imiter, quoi. Et à quel moment j'ai perdu ton admiration? Tu te rappelles du du jour où je t'ai rencontré? Puis là, on a parlé vraiment, je me suis dit, ah, d'accord, c'est ça, Laurent Baffy. Eh ben, voilà. T'as eu un Hot d'or aussi. On parlait des Césars, on parlait des victoires de la musique, des Molières. T'as eu un Hot d'or. Le Hot d'or, c'est le truc de cul, là? Ouais. Non. Bah. Ah bon? Bah oui. C'est une vanne qu'on a dû sortir, ça, un jour, ça, non? Non, c'est pour ton film Le Cœur des Obes, qui est le seul... porno que tu aies tourné, encore là, il y a une récompense à chaque fois, quoi. Oui. Non, j'ai rien eu. J'ai pas eu de Hot d'or, même pour le Cœur des Hommes, comme tu dis. Non. Ah, il y a un problème avec toi, bon. Il y en a pas qu'un. Que d'autres comédiens partagent, mais c'est les flatulences. Alors, avec l'âge, ça s'avère. Non, mais. Je flatule plus qu'à 20 ans. Ou à 30 ans. Mais non, j'étais pas... Isabelle Carré en a profité. Ah, mais c'est vrai, oui, il y a des trucs comme ça. Oh bah oui, larguer une petite caisse de temps en temps. Non, mais c'est pas de temps en temps. Ah bon? Sur scène, avec les inconnus, c'était systématique. Non, j'ai fait une fois ou deux comme ça. J'ai tous les dossiers. Bon, Bernard, si tu veux. Tu vois que j'ai travaillé quand même. Oui, c'est vrai. Donc n'essaie pas d'édulcorer les caisses que tu as lâchées partout sur scène. Ou... Mais ça nous faisait tellement rire. Parce que moi, je suis taquin, j'aime bien faire rire. C'est comme à l'école, j'aimais bien faire rire mes copains. Mais pas, c'était jamais frontal, c'était un peu lâche, quoi. C'est pareil, sur scène, j'aime bien faire rire les copains, mais en faisant des trucs très discrets. Bon, ça, on adore ça. C'était pas frontal, c'était anal, là. C'était plutôt... On va rentrer dans le perso. Allez. Anne. Ah, le personnel, pas le personnage, personnel. Anne est ma femme, je l'ai épousée en 1989. 35 ans de vie commune. C'est ça fait tomber 35 ans. Ouais, c'est mon trésor qui est toujours là, oui. Tu connais le proverbe. Derrière chaque grand homme cherchait la femme. Ouais, mais je demande toujours son avis à Anne. Elle lit tout en premier. J'ai des doutes. Voilà, je lui fais lire, ou parce que je dis c'est super, j'adore, lis et voilà, ou parce que je sais pas, j'ai un petit doute et j'ai besoin de son éclairage qui est toujours bien. Elle sait mieux regarder un film que moi. Quand on regarde un film, elle comprend 10 fois mieux que moi. Par exemple, si c'est un polar, elle sait très bien ce qui va se passer. Enfin, elle a une analyse des choses qui est beaucoup plus... Voilà, je lui fais entièrement confiance. Alors, je déteste être intrusif dans les questions, c'est pas le propos. Mais pendant ces 35 ans, il y a eu des petits coups de canif dans le contrat? Voilà. Non, il y a eu des petits coups de canif dans le contrat. Bien sûr. Bien sûr, tu peux pas vivre, ou alors c'est presque parce que c'est. Alors sans être intrusif, c'est un amour pathologique, sinon. Je déteste ça. Ouais, non, bien sûr. Je te Combien de fois et avec qui? Voilà, on a. Et Anne n'a pas pu tenir le contrat. D'ailleurs, quand on s'était mariés,
Je me souviens qu'on avait ça donc à l'église et on voulait faire ça sérieusement. En plus, on aimait beaucoup le prêtre qui nous a mariés. Et on s'était dit à la question, vous jurez fidélité, etc. T'as croisé les On doigts. répondra oui, en sachant que nous, on reformulera on fera tout pour. Et bon, s'il y a un problème, bah, on essaiera d'assumer, quoi. Anne, tu lui as demandé aussi son avis pour un film presque autobiographique. Peut-être lequel, non? Mon premier film. Oui. Ah bah oui, que j'ai réalisé, je veux dire, écrit et réalisé seul, enfin, Ah voilà. oui, c'était un peu... Oui, qui s'appelle la face cachée, parce que le film parlait du problème de l'alcoolisme et que ça a touché Anne à un moment de sa vie, ou de notre vie aussi, on peut dire. Voilà, donc j'ai dit, voilà, je vais parler de ce film, mais bon, forcément, t'es un peu mise en avant, c'est pas très agréable pour toi peut-être. Est-ce que tu m'autorises à poursuivre l'écriture? Elle m'a dit bien sûr, pas de problème. Elle est très discrète, elle s'exprime peu dans les médias. La seule phrase que je lui connaisse, Ouais. elle a dit sans alcool, j'aurais jamais pu supporter ce connard pendant 35 ans. Ah, c'était pour ça qu'elle picolait. Ben, je peux comprendre, hein. Je peux comprendre. Bon, on sait jamais d'où ça vient l'alcool. Il y a pas de l'alcoolisme. Il y a pas de voilà. C'est un truc qu'on a qui nous constitue. On reste dans le personnel. Nina, Nina, ma fille, 21 ans, que j'ai eu au téléphone là. chanteuse. Qui chante et qui joue la comédie aussi. Elle a fait 3 ans de cours Florent et qui est une petite lumière dans Inespérée. une grande lumière dans ma vie et inespérée. 18 tentatives in vitro ou alors 17 et à la 18e, Nina est arrivée. Et Michael Jackson, c'était à la 17e. Aussi. Et tous ses frères, ouais. On les appelait les Jackson 5. Pas mal. J'ai bossé ou pas? Ah ouais, là, t'as bossé, le Jackson 5, joli. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta fille, Qu'est-ce qu'elle m'a dit à quel sujet? qu'est-ce qu'elle te dit? Bah- La phrase qu'elle te dit souvent. Papa, t'es fermé. Ah, non, mais elle est très critique et elle, à la fois, elle est formidable, c'est ma fille. Ouais, mais j'aime bien parce qu'elle sait bousculer intelligemment. Elle sait, elle dit les choses et elle est très. Puis elle est très, 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 très ouverte. Elle est très dans la communication. Donc, par rapport à la famille, tout ça, elle a envie que les liens restent tissés, restent forts. Et donc, elle est vraiment. Moi, je pense que les enfants finissent par nous apprendre, enfin, nous apprennent à vivre. Je suis d'accord. Voilà. Pour elle, t'es un ours. Oui, voilà, c'est ça. Papa, Un ours pantouflard. c'est ça, elle m'engueule. Mais papa, pourquoi tu râles? Oh, ce soir, on a encore des invités. Oh, mais papa, enfin voilà. Moi, je suis un peu, voilà, pantouflard. Oui. Elle a raison, elle a raison. Lohan, Lohan, donc. que tu appelles, oui. Que j'appelle. Pierre Import. Lohan, qui est notre petit Vietnamien de la famille, puisqu'il est né au Vietnam, et on l'a adopté juste avant d'avoir 1 an, 2, je sais plus. Oui, parce que 3, 4, 3, je sais plus. parce qu'au bout de tant de fives, vous n'espériez plus. Vous n'en espérez plus et on s'est tourné vers l'adoption. Et on a eu Lohan et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on retenterait pas une five? Et ça a marché. Donc, Eh oui. Souvent, j'ai des exemples chez des potes comme aussi C'est ça. quand on se détend et qu'on dit c'est fini, et ça marche. voilà, c'est ça, parce qu'il devait. C'est mystérieux, hein, pourquoi ça marche. Il avait quel âge, Lohan? Quand on l'a adopté, on l'a rencontré, il avait 1 mois et demi, et on l'a adopté 2 mois et demi après, il avait 4 mois. Donc il était bébé encore. Le plus horrible, c'est quand vous êtes revenu 3 mois après en disant non, finalement, on n'en veut plus. On s'est trompé. C'était pas exactement ce qu'on voulait. Non, ça a été. C'est notre premier enfant. Nina, c'est notre 2e enfant. Un garçon, une fille, un enfant adopté, un enfant biologique. 2 chiens, 3 chats, le bonheur. Non, mais on a toute la variété, on va dire, possible en 2 enfants. C'est formidable. Et Lohan est très différent. Et alors lui, il n'a pas du tout envie d'être comédien. Il est dans le codage pour les jeux vidéo en numérique, tu sais, je sais pas comment on appelle ça. Il est game programmeur, voilà. On est des boomers, nous, on comprend rien à ça. Obligé, ouais. Alexandre Jolien, c'est ton meilleur ami? C'est mon Demi-frère, c'est fusionnel. Vous vous appelez tous les jours, c'est plus que de l'amitié. C'est complètement à part avec Alexandre. C'est une amitié à la fois forte et très exigeante. Tu rappelles un peu qui c'est? Ce mot. Alexandre, c'est un philosophe, il est suisse. Il est porteur d'un handicap
Il n'a pas réussi à couper le cordon avec sa mère. Voilà, c'est ça. À la naissance, le cordon l'a étouffé, ça s'appelle une athétose. Et donc, il en a gardé les séquelles et le handicap. Et avec Alexandre, on s'est rencontrés il y a 20 ans, 21 ans, je ne sais plus maintenant. Et ça a été assez immédiat, même très fusionnel. Au début, effectivement, on s'appelait tous les jours pendant des années. Aujourd'hui, c'est différent, ça. Et puis, on a vécu tellement de choses depuis. Et puis, il y a eu ce film que Philippe Godot, presque, que Philippe Godot nous a demandé de faire ensemble, et qui a fini par se faire au bout de plusieurs années de difficultés, d'aide de beaucoup de gens qui nous ont aidés à écrire. Voilà, c'était vraiment une œuvre commune, mais c'était vraiment à partir de notre amitié. T'as été séduit parce que le mec est brillantissime. Alors, il est brillantissime. On peut le dire comme ça, mais c'est pas ce que je verrais. Il est profondissime. C'est quelqu'un qui a une réelle profondeur. Voilà, parce que le brillant, c'est toujours en surface. Et Alexandre, pour moi, c'est la profondeur, voilà. Mais il sent le poisson. Non, c'est un Suisse. Il sent le poisson, il sent le hareng. Ah, le hareng. Le hareng. Effectivement, quand je l'ai entendu la première fois à la télévision, je dis Alors, ça part de Diogène. Hein. Oui. Raconte. On lui demande c'est quoi pour vous la philosophie. Il dit je citerai cette anecdote autour de Diogène. Un mec qui avait du tonneau. Un mec qui avait du tonneau. Un disciple, ou un futur disciple vient le voir en lui disant voilà, j'aimerais suivre votre philosophie, mais c'est quoi la philosophie? Et Diogène lui dit écoutez, vous prenez un hareng, vous l'accrochez à un fil et vous le traînez derrière vous dans Athènes. Voilà, ça c'est l'anecdote. Et Alexandre explique dans cette émission, alors que je le découvre, et dit je le comprends comme ça, si tu veux être philosophe, soumets-toi d'abord, accepte de te soumettre au regard de l'autre. Et il termine en disant, moi l'avantage c'est que le hareng, je le porte toujours avec moi. À partir du fait qu'il porte son handicap, moi ça m'a ému évidemment aux larmes. Je me dis, voilà, cet homme-là, j'ai envie de le rencontrer. Voilà, et ça a été fusionnel instantanément. Et lui, il est devenu philosophe en découvrant Socrate assez jeune. Oui, ça a été un de ses... Connais-toi toi-même, c'était un déclic pour lui, parce que il avait peur de s'affronter aussi, parce que c'était pas évident ce qu'il renvoyait dans le regard des gens. Oui, c'est un alchimiste, il a transformé une ville de merde en or. Oui, mais je pense pas qu'il le dirait comme ça. Mais parce qu'il a son handicap qui fait partie de. Il en rajoute lui. beaucoup. Mais souvent on dit c'est le philosophe du handicap, mais c'est pas vrai. Même si évidemment le handicap pour lui a beaucoup d'importance et il est tourné vers les associations et il fait beaucoup de choses pour le handicap. Mais c'est pas ça. C'est vraiment un philosophe quand Socrate. Non d'ailleurs c'est pas Socrate. Pardon de te couper. Je vais tu me coupes pas. Je vais meubler dans mon spectacle. Je parle de Socrate dans mon spectacle. Laurent Baptiste pose des questions et je dis peut-on lire Socrate en faisant sa crotte? Il y a des vraies questions comme ça. Très joli. Et ben justement, la philosophie n'a pas de limite. Si la philosophie, elle doit nous accompagner dans l'existence, c'est pas une parenthèse. Donc même aux toilettes, la philosophie peut faire partie du moment. Et toi, tu as une quête de philosophie, une grosse quête. Oui, non, mais tu cherches le progrès intérieur, la spiritualité, c'est très important pour toi. Il y a un proverbe persan qui est ta devise, que tu adores, la vie est un rêve dont la mort nous réveille. Explique-nous ce proverbe. Oui, je pense, mais comme Alexandre d'ailleurs, que la mort est un aiguillon pour mieux vivre, pour vivre meilleur, sans conscience de la mort. Alors après, il ne faut pas que cette mort nous empoisonne, parce que Montaigne, lui, va dire au contraire, il faut penser à tout sauf à la mort, cultiver son jardin, et la mort nous surprendra au moment de... Il dit, me surprendra au moment de planter mes choux, et c'est magnifique aussi. Mais on peut voir ça différemment et se dire que la mort, à partir du moment où elle est là, en filigrane, on sait qu'on va mourir. Comme dit, je ne sais plus si c'est Sioran ou... non, c'était... qui dit, je vois toujours les autres comme devant mourir, devant mourir, et ne le sachant pas eux-mêmes. C'est Merleau-Ponty, ou je ne sais plus qui a dit ça. Et c'est ça. Moi, parfois, je vois les êtres humains, je me dis... C'est pas Merleau-Cabernet?
C'est Merleau-Ponty, mais peut-être même pas. D'ailleurs, moi, j'ai aucune mémoire. Donc, j'ai une petite pensée pour les gens qui se disent « Ah, bah, Fille fait des podcasts, on va se marrer. » Puis mais quand non, c'est putain, des, c'est non, des il inconnus, gâche ça tout. va être Ah oui. génial. Et je crois qu'on a dépassé le seuil du chiant pour les gens qui nous écoutent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, ça m'intéresse. Je trouve ça passionnant. Mais je quantifie la déception des gens qui nous écoutent. Ouais. Tu veux dire que tu es dans une réflexion commerciale, en fait. Non, pas commercial. Je T'as pensais peur à de ça. perdre des auditeurs. Non, je sais pas combien j'en ai. C'est T'as ma pas de deuxième émission. Non, j'ai pas d'auditeur pour l'instant. Tu fais des retraites à Hauteville. Oui. C'est où Hauteville? Près de Valence, à Saint-Laurent-du-Pape. Mais tu vas dans des ashrams, genre à Euroville ou des choses comme ça? Non, Moi, j'y suis allé à Euroville. Ah ouais? J'ai détesté. Ah bah, c'est particulier. Détesté. En plus, c'est immense. Ouais. Non, mais l'Inde a quelque chose qui peut être... c'est le chaud et le froid. Ça peut être repoussant, ça peut être traumatisant même l'Inde. Et en même temps, ça peut être un choc et une histoire d'amour formidable. Donc, à part Hauteville, j'ai fréquenté... Enfin, je suis allé voir 2 ashrams en Inde, mais je ne connais que Hauteville. C'est là où je vais faire mes retraites. Ça dure combien de temps, une retraite? Ça Et tu touches combien comment par mois? Non, tu donnes ce que tu veux, c'est un don. Ça, c'est intéressant à savoir. Mais est-ce que tu es digne d'un don? Suis-je digne d'un don? Eh ben non, c'est étonnant quand même que tu puisses rester 1 semaine ou 15 jours et tu donnes ce que tu peux donner. Mais toi, tu peux donner beaucoup parce que tu as gagné beaucoup d'argent dans ta vie, tu es riche. Voilà, donc moi, je donne ce Combien? Il n'y a pas vraiment de règles. C'est marrant, c'est tabou l'argent, on n'ose pas trop dire. C'est toujours un peu gênant parce qu'on peut se dire oh là là c'est énorme, il donne ça à qui, à quoi, un ashram, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Mais on peut donner 50 francs comme on peut donner 1000 francs au bout de 15 jours. On est passé à l'euro là. C'est pas vrai. La dernière fois que tu as donné c'était des francs, mais on est en euros maintenant. Ça me paraît impossible pour moi. Je me ferais tellement chier avec moi pendant 8 jours. Ah ouais. Et tu dois être passionnant parce que toi, tu t'intéresses à toi pendant 8 jours. Oui, mais alors s'intéresser à soi, c'est pas du narcissisme, et tu t'en doutes parce que tu me connais, c'est regarder justement quelqu'un, entre guillemets, comment il fonctionne ce mec-là. Donc c'est pas moi, je me regarde, je regarde cette chose que j'appelle moi, mais qui m'échappe, que je ne connais pas. Mais c'est quoi le but? Vers quoi tu tombes pour être meilleur? Oui, pour mettre l'ego de côté et être encore plus vraiment dans la vie, être vraiment vivant, non pas être dans une espèce de posture de vie. On voit bien, on est toujours dans une forme de posture, non? On a beaucoup de points communs, là on se ressemble pas du tout. Du tout. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à courir dans tous les sens, à être hyperactif, à prendre 15 boulots en même temps pour ne surtout pas réfléchir. Alors que toi, tu t'arrêtes, tu fais des pauses, et tu mets tout à plat. Ouais. Mais rien que ça, j'ai une bouffée d'angoisse à l'idée de faire ça, tu vois. Mais ce que je trouve formidable, c'est justement de pouvoir reconnaître cette différence et en la reconnaissant, il y a forcément un fond commun qui est cette différence elle-même. Toi, comme tu dis, tu es dans une sorte de vertige qui t'empêche de t'arrêter sur toi. Et moi, j'ai besoin un moment de m'arrêter sur moi. Même si c'est pas satisfaisant, j'ai besoin. Mais quand tu reviens au bout d'une semaine de retraite, tu as changé, et tes proches le voient, tu as amélioré, tu mets en exergue des choses que tu as trouvées, ou tu restes le même et tu avais juste besoin de cette pause? Non, l'idée, c'est de faire en sorte qu'une retraite ne soit pas une parenthèse dans ta vie dans laquelle tu te reposes, mais d'avoir trouvé suffisamment d'outils pour en sortir de la retraite, pas te comporter, parce que ça, c'est extérieur à toi-même, mais être encore plus toi-même dans le quotidien, dans le rapport aux autres, plus vrai, plus toi-même. Donc tu parles pas à personne? En retraite? Ouais. Si, on peut parler, oui. Enfin, dans la retraite à Hauteville, en ce qui concerne Hauteville. T'as pas de portable? Ah non. Moi, tu me le retires 2 minutes, je peux te trancher la carotide. Non, c'est pas vrai, regarde, t'as rien, t'as non, pas touché ton téléphone. Je surveille, j'ai tout, c'est toute ma vie, c'est mon bureau. Je peux pas, toute la nuit, j'écoute des trucs. Mais c'est ça qui est beau. 8 jours sans portable. Ouais, mais j'aime bien cette franchise que t'as, parce que tu reconnais une grande faiblesse, quoi, et tu la reconnais. Bah, tu peux pas fonctionner 2 secondes sans ton portable, c'est génial. Et je pourrais pas rester 1 heure sans faire rire quelqu'un. Ouais. En retraite. Ouais. Ah si, je pourrais me faire rire. Ça m'arrive. Je suis pas très bon public, mais ça m'arrive. C'est une confrontation avec soi-même. C'est sûr que ça peut être très désagréable, mais ça peut être formidable aussi. Ouais.
Je suis pas toujours le plus drôle. Je vais te raconter une anecdote. Hier, Ouais. j'étais à Roland-Garros avec mon ami Roman et on regardait un jeu de personnes handicapées sur fauteuil. Il y a un type de 53 ans dont j'ai oublié le nom, Stéphane, je sais plus quoi, qui a gagné des médailles aux Jeux Olympiques, enfin qui vieillit maintenant, mais c'est un sport incroyable. C'est tellement technique, c'est tellement épuisant. Et mon pote qui a fait une vanne extraordinaire. Je lui ai dit, Roman, t'as pas le droit d'être plus drôle que moi et en plus de faire, je pense, la vanne de l'année. Il m'a dit, faute de pied. Ça veut dire quoi? Bah, au tennis, quand les gens ils touchent un peu la ligne avec leurs pieds, Ah, faute de pied. Non, l'arbitre excuse-moi. crie faute de pied. Et mon pote, il m'a fait marrer avec ça. Et je pense que ça va me faire l'année, cette vanne. Pourquoi? Parce que quand t'es drôle, tu veux, parce que tu vas être le plus drôle, tu vas être tout le temps drôle. Je vais être tout le temps. Je trouve une soirée. Ouais. Je trouve qu'une soirée sans moi, c'est pas bien, c'est moins drôle. Ils me le disent, les gens. Quand je sais que quand je suis pas là, c'est moins bien. Ouais. C'est une réalité, tu vois. Ouais. C'est par exemple, les vacances, si j'organise pas tout, c'est moins bien. Je vais tout gérer tout le temps. Toi, tu t'abandonnes et tu restes avec toi. Tu dois te surkiffer pour faire ça. Mais non, justement, c'est parce que je m'aime pas que j'essaie de m'apprendre à m'aimer comme ça, à être ce que je suis. T'as peur de m'aimer? De t'aimer toi? Non, de m'aimer. De m'aimer qui? Mais je comprends pas la question. Là, on arrive à un stade, je sais pas si c'est le whisky. Je voulais évoquer la mémoire de ma grand-mère, mais bon, peu importe. Il y a aussi un truc qui est étonnant chez toi, c'est que tu es extrêmement triste. Non. On dirait un cocker. Non, Ah mais, ouais, et tu as fait marrer des millions de Français pendant des décennies. Et quand tu as pris ce virage où tu as fait des films sensibles et t'as arrêté, tu n'avais plus en charge d'être drôle. Et ça t'a soulagé. Ouais. Je pense que c'est ça, oui. Oui, je pense que le comique a toujours été pour moi une difficulté. Mais c'est toujours paradoxal, bien sûr. Alors que c'est un peu le Graal. Faire rire. Enfin voilà, faire rire. Oui, c'est le Graal. C'est ce qui est le plus dur. C'est sans doute ce qu'il y a de plus dur. Et c'est un pouvoir extraordinaire. Tu le sais. Donc c'est à la fois ce à quoi j'aspire, mais en même temps, c'est un peu un fardeau quand je suis dans la peau dans le rôle, dans la fonction de celui qui doit faire rire. C'est assez épouvantable parce que justement, je risque de ne pas faire rire. Et toi, quand tu balançais tes vannes, enfin, tu balances toujours, bon, il y en a qui tombaient à l'eau, bah, c'est pas grave, la suivante, bam, elle marquait. Moi, la vanne qui tombe à l'eau, je coule avec la vanne, quoi. C'est terrible, moi. Non, je comprends ça. Moi, ça m'a miné des vannes qui tombaient à l'eau. Non, mais je suis sérieux. Ah ben, je suis sérieux. Mais t'as eu ta période Canal où t'as souffert. C'était horrible. Bah oui, je sais. Un an de souffrance. Mais j'en ai sorti 2-3 quand même. D'abord, oui, forcément. L'année où ça a le mieux marché en termes d'audience. Ça faisait 2 millions. Et j'ai quand même dit à Charlton Heston, qui était pro-armes, je lui ai dit, ça va, arrête ton char. J'étais assez fier. J'étais assez fier de ça. C'était belle, ouais. J'ai dit à la fille Chaplin, j'ai dit, de toute façon, toi, ton père, c'était un charlot. Enfin, j'en ai fait 2 ou 3 dont j'étais bien fier, ouais. Assez content. Ouais. Et toi, quand tu te balades dans la rue, les gens, ils attendent de toi que tu les fasses marrer? Ouais, mais moi, ce que j'aime bien, là, on vient d'un festival à Vierzon. Tu dis pas ça pour me faire rêver. Tu as vraiment été à Vierzon. Un festival à Vierzon. Un festival de Vierzon qui est un jeune festival très sympathique, là pour une télé que j'ai faite, dont je suis très fier et qui est formidable, qui s'appellera À l'épreuve, Et là-bas, j'ai rencontré des gens, j'ai signé des autographes, mais j'étais heureux de le faire. Moi, j'aime les gens plus d'une simplicité, tu vois, de personnes de quarantaine, 40, 45 ans qui viennent vers moi, qui disent, nous, on est ensemble depuis 5 ans, on est amoureux. J'ai dit, mais c'est formidable, etc. On peut faire un selfie, mais bien sûr. Et ça me fait plaisir. Vraiment, bien ça sûr, me fait les plaisir. gens sont gentils. Mais par contre, je cherche pas forcément à les faire rire. Je m'aperçois que je les fais rire quand même parce que, mais c'est pas ce qu'ils me disent. Ils me disent pas qu'est-ce que vous êtes drôle. Ils me disent vous êtes sympa. Et j'avoue que ça me touche. C'est sympa. Merci de votre simplicité. Merci. Moi, je les touche. J'aime bien toucher les gens. Je les embrasse. Ben oui, on le sait. Hein, il va y avoir des gros dossiers qui vont tomber, mais. Il y a des trucs qui vont sortir sur toi? Oh, c'est pas sûr. Je pense que je suis passé à travers les gouttes. Non, je déconne. Une main au cul il y a 15 ans. Ça peut vous couler. T'as gagné des millions dans ta vie. De francs. Il t'en reste quoi? Eh ben, il m'en reste pas autant que ce que j'avais il y a 20 ans, là. C'est plus pareil, oui.
Et comment t'as claqué tout ton fric? Bah, j'ai une maison, j'ai des frais. Voilà, tu sais, une maison, un jardin, une piscine, voilà. Ça coûte. Une cave à pute, on peut le dire. Alors, celle-là, non, je ne l'ai pas, celle-là, non. Non? La Non. dernière fois que je suis venu chez toi, tu m'as décongelé une roumaine. Mais non, mais c'est tellement convivial. Et ta maison, elle est incroyable parce que pour aller de la cuisine au salon, il y a un métro intérieur, il y a 2 changements. Non, C'est beau, mais tu es un poète, en fait. Il y a du blé, il y a du blé. Tu es un poète. Bon, allez, on va parler des choses qui fâchent un peu. Ouais, vas-y, fâche-moi. Les 3 frères, le retour. Oui. J'ai pas aimé. Ah, tu n'es pas le seul, même s'il y en a qui ont aimé. Oui, mais c'est comme les Bronzés 3. Ouais. J'ai pas aimé, alors on me dit, oui, mais ça a fait 10 millions. C'est Ah pas non. un argument. Non, c'est pas un argument. J'ai pas trouvé ça Non, bon. non, non. Ce que je comprends pas avec toi, c'est que Ouais. tu es d'une grande exigence. Ouais. Tout le monde sait que c'est toi qui freine pour la reformation des inconnus. Tu ne Mm. passes pas une journée sans que dès que tu mets un pied dehors, on te dit ah vous faites quand les inconnus. On te le dit 100 fois par jour ça. Et quand on demande à Pascal ou à Bredon, ils disent c'est Didier qui ne veut pas. Demandez à Campan. À Campan. Tu es d'une grande exigence, mais elle est où ton exigence dans les 3 frères le retour? Alors. Moi je l'ai pas vu perso. Ah, c'est pour ça que t'as pas aimé. Non, tu l'as vu ou pas? Non, j'ai vu le film. Ah oui. J'ai pas vu ton exigence. Ah, excuse-moi. Non, mais on a le droit de se tromper ou pas. Enfin, Didier serait là, dirait non, on s'est pas trompé, on a fait un très bon film, etc. Moi, je pense que à la fois, on peut dire qu'on a fait un film, on a donné le meilleur de ce qu'on pouvait pour faire ce film, et qu'on s'est trompé, ou en tout cas par rapport à un public qui a été déçu, par rapport au public qui a été déçu, pas tout le public, mais une certaine partie du public qui a été déçu, on s'est trompé. Moi, quand on a avancé sur qu'est-ce que ça peut être une suite, très vite, moi j'ai eu l'impression que on repartait des mêmes personnages qui n'avaient pas progressé depuis 20 ans et qu'il fallait s'appuyer là-dessus. Eux pensaient avoir changé et en fait non, ils sont toujours aussi cons, aussi radins, voilà, ils ont les mêmes défauts qu'il y a 20 ans. Et ça nous a amusés. Et on a continué dans cette direction et sans se rendre compte qu'on reprenait quasiment la même structure finalement. Mais en pensant que c'était différent, et les gens ont dit mais c'est un copier-coller quoi, c'est pas intéressant. Donc moi je veux dire, il faut savoir reconnaître aussi si les gens disent on n'aime pas, d'accord, vous n'aimez pas, très bien, il y a rien à opposer à ça, Après il y en a qui ont aimé, mais je pense qu'ils étaient pas aussi nombreux parce que très vite je pense que pour Didier ou pour Pascal, ça a été une sorte de lynchage médiatique. Je crois que Didier est même monté au créneau pour dire arrêtez ce lynchage médiatique. Voilà, je sais pas, peut-être que il y a eu ça, mais moi j'étais à Hauteville à ce moment-là. Donc, j'étais ailleurs et bon, je l'ai pas vécu du tout comme ça. J'étais déçu que ça fasse moins d'entrées que ce qu'on espérait faire. Voilà, il y a eu une forme de désillusion, mais voilà, faut se rendre. Faut voir la chance qu'on a aussi. Ça fait quand même 2 millions, presque 2,5 millions d'entrées. Enfin voilà, ça va. T'as beaucoup de chance dans ta vie parce que, imagine, Zabou Bretman ne te propose pas ce film incroyable. Oui. Tu ne prends pas ce virage à 180 degrés et tu ne fais pas cette seconde carrière incroyable en faisant des films sensibles. Ouais. Qui aurait misé un copec là-dessus? Personne. Non. Oui, ou je sais pas. Ou enfin, en tout cas, c'est Zabou, elle a misé. Elle avait raison. Oui, je me pose quand même cette question souvent, c'est de savoir s'il n'y avait pas eu ça, est-ce que la destinée aurait été la même? Et je pense que c'est comme les vocations, quand on est amené à devenir quelque chose, les choses peuvent se passer différemment, mais on ira toujours vers la chose à laquelle on était amené, non? Tu as une filmographie incroyable. Non, non, si. Franchement, non, mais regarde. Même, franchement, pour un mec de 66 balais, j'ai pas tourné autant que ça. Hein. J'ai pas fait autant de films que ça. Et voilà. Oui, mais tu as fait des films qui ont marqué. Le Cœur des hommes, ça a marqué toute une génération. Le Cœur des hommes, gens formidable. sont reconnus là-dedans. Ouais, formidable. Tu penses quoi du fait que Darmon soit fait virer un peu comme une merde? Moi, je pense que le 3 n'aurait pas dû avoir lieu. D'ailleurs, je pense que Marc Esposito, finalement, l'a reconnu. C'était une bande de 4 potes. Il manque le 4e dans le 3e volet et on ne le gère pas. Enfin,
On le remplace par... Voilà, c'est remplacé. Le Mosnino devient un nouveau pote. Donc, c'est pas traité. L'absence de Darmon n'est pas traitée. Et c'était pas possible. Nous, on a avec Daroussin, on disait, allez, réconciliez-vous à Marc et Darmon. Puis, ni l'un ni l'autre n'a pu faire le pas en avant. Ils ont pas pu se réconcilier. Bon, on a fait ce volet 3, mais même si on a pris beaucoup de plaisir, voilà, ça perdait de son sens, quoi. À l'époque des Inconnus, vous étiez concurrent avec les Nuls, parce que c'était vraiment les deux formations qui raflaient tout, quoi. Vous avez trusté le comique en France. Ben oui, en plus c'était t'es nul ou t'es inconnu, comme t'es je sais pas quoi. Là, c'était une période d'ailleurs. Vous vous tiriez à la bourre. Je m'en rendais pas compte. Je pense que Didier s'en rendait beaucoup plus compte, ou peut-être Pascal, mais moi, je me rendais pas compte qu'il y avait cette rivalité qui était un peu des comiques plus populaires, donc forcément un peu plus méprisés par une certaine intelligentsia qui préférait les nuls, qui eux étaient plus parisiens, c'était deux humours un petit peu différents, ça l'a toujours été. Et c'est vrai qu'avec le temps, on a eu quand même une certaine récompense. On voit que les Inconnus sont là toujours, enfin les anciens sketchs. Voilà, maintenant. Les Nuls aussi. Et les Nuls aussi, mais c'est un peu. Tu trouves pas que c'est un peu les Beatles, les Rolling Stones? Ah, peut-être, ah oui. Les sages et les méchants, quoi. Toi qui es très très fan des Beatles. Ouais. Vous connaissez, vous êtes fréquentés, avec les Nuls? Avec les Nuls? Non. Jamais personne n'a travaillé. Enfin, non, on n'a pas travaillé ensemble. On s'est croisés sur des films avec Chantal Lobby, je me souviens. J'ai discuté avec Chabat, Farouja aussi. On a discuté, mais on n'a jamais fait un truc ensemble. Je sais qu'à un moment, il y a eu une petite rivalité entre Didier et Chabat. Didier, Didier et Chabat. Et d'ailleurs, quand on a demandé à Chabat pourquoi vous avez appelé votre film et votre chien Didier, et Chabat avait répondu pour emmerder Didier Bourdon. Donc il y a toujours un petit truc. Bon, mais moi j'ai pas vécu ça. Là, il y a Riyad Satouf qui prépare un film pour vous. Yes. Alors moi j'ai le titre. Ah ouais. Bah oui, parce qu'on est... Pas sûr, il a peut-être changé, tu sais, ça change. Oh, il change tout le temps. Et puis, avec ses albums, il procrastine, il remet. Non, il procrastine pas, lui. Oui, non, mais il est sur la rap du futur plus que sur vous. Ben, là, il a rendu sa copie, hein. On doit se voir là pour en parler. Alors moi, il m'a dit que ça s'appelait Le Pari des trois frères contre les rois mages extraterrestres. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de compiler un peu tout ce succès? Non, c'est un peu racoleur, mais ça marchera pas. Donc, ça devrait s'appeler, pour l'instant, je dis pas, ça devrait s'appeler Le Grand Départ. Voilà, mais pour l'instant, et on se voit là en fin de semaine pour parler de ce qu'on veut changer éventuellement les uns les autres. Vous avez lu? On parlait avec Riyad. Oui, bien sûr. Alors, mais moi j'aime beaucoup parce que c'est l'univers de Riyad. Après, c'est comment faire pour que un public se retrouve. Ça sera pas complètement les Inconnus. C'est un peu un mélange, quoi. Moi, je préfère me dire que les Inconnus sont là, mais ça ne peut pas être totalement l'humour des Inconnus. Parce que c'est pas l'écriture des Parce Inconnus. que c'est l'écriture de Riyad. Voilà. Ouais. T'as refusé beaucoup de rôles? Oui. Il y a des trucs que t'as regrettés? Tu t'es dit, merde. Oui, forcément. Quand ça marche, après que ça cartonne. Dis-moi, j'aime bien. Alors, j'ai refusé. J'ai loupé aussi pas mal de... j'avais loupé pour des raisons un peu cons, parce qu'aujourd'hui, je louperais plus. Attends, pardon, il n'y a pas que des refus. On peut aimer le projet et ne pas être libre. Voilà, c'est ça. J'avais l'impression... Alors, t'as raté quoi, alors dis-moi? Je me souviens, j'ai raté... un des premiers trucs que j'ai loupé, j'en ai loupé plein. C'est Harry, un ami qui vous veut du bien. Pas le rôle de Sergi, mais le rôle de Laurent Lucas. Ouais, c'était magnifique. J'adore ce film. Et merde, en fin de rendez-vous avec le réalisateur, je dis, merde, putain, je suis pas disponible à 15 jours près. Aujourd'hui, je dirais, attendez, on s'arrange là, on décale. Voilà, Quoi d'autre? Un film de Colin Serrault. Lequel? Paris-la-Mecque. Je suis pas hyper fan des derniers films de Colin Serrault. Ouais, mais... Et c'est marrant parce qu'on me l'a proposé aussi. Bah, écoute, moi, C'est celui avec Marielle Robin et Pascal aussi. Pascal, dedans, et c'est Daroussin qui a fait le...
Et on me l'a proposé aussi. C'est pas vrai, tu vois. Bah, je devais être. Mais pourquoi t'as refusé, toi? Parce que j'ai refusé tous les rôles, on m'en propose plus maintenant. Ouais. Je refuse tout, je sais pas jouer. Parce que t'es pas comédien. Yvan hein. Attal, il a vraiment insisté pour que je joue dans. Ils se marièrent et ils ont beaucoup Ah ouais, d'enfants. ouais. Et j'ai tout fait pour le dégoûter, quoi. Mais parce que tu aurais joué le rôle d'Ivan? Non, pas du tout. Ah non, J'aurais d'accord. joué le rôle qui était repris par celui qui jouait dans Le vieil homme et l'enfant, dont j'oublie le nom pour l'instant. Mais ben d'accord. En tout cas, t'étais pas à ta place, quoi. Moi, Non, c'est pas ça, c'est que Ouais. je me considère pas bon. J'ai joué dans un film parce que c'était mon film et je jouais mon rôle. oui. Et je sais Voilà. pas pleurer sur commande ou rire sur commande. Je sais pas dire le texte d'un autre. Il faut que ce soit mes mots à moi, tu vois. D'accord. Donc j'ai dissuadé tout le monde, tous les gens qui m'ont proposé. Et du coup, les ça- rares fois où j'ai fait des petits caméos dans des films, moi j'étais à chier. Et puis là, en plus, j'ai trouvé les films mauvais. Non, faut que tu sois toi pour apparaître à l'écran. Faut que tu sois toi, que tu sois dans ton langage, dans ce que tu as envie de dire, mais pas dans un personnage, quoi. C'est pas ton truc. Continue. Bah, le plus gros, c'est les ch'tis. Ouais. Ah, tout le monde a loupé ce film. Cela dit, j'étais le 5e sur la liste. Oui, à oui, dire parce que non, moi hein. j'ai 2-3 Ouais. potes qui l'ont loupé aussi. Hein. Ouais. Bon, bah, donc voilà, donc ça n'a même pas, même un échec, je peux pas me mettre en avant. C'est dingue ça. Non, voilà, j'ai loupé plein de trucs évidemment. Ouais. Donc, C'est quoi un bon chasseur? eh ben, c'est quelqu'un qui pense que les autres sont des mauvais chasseurs. Voilà. Et C'est pas du tout la réponse que j'attends. Pourquoi? Bon, un bon chasseur, ben, c'est quelqu'un qui. Je tire. veux le sketch. Oh, mais ça, je peux pas te faire, je sais même plus, mais ben, si, ça marche pour tous les métiers, déjà. Un chirurgien, un bon chirurgien, c'est un mec qui opère. Tu vois. Voilà. Il opère. Tu vois. Un mauvais chirurgien, c'est un mec Qui opère. il opère, mais c'est un mauvais chirurgien. Quoi. Donc, ça marche pour tous les corps de métier. Et plein de gens m'ont dit, vous savez que nous, on reprend ce truc-là, nous, j'en sais rien, toutes sortes de... Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un petit fond philosophique que j'aime bien dans ce sketch, qui est un de mes préférés. Moi aussi. Tu te rappelles de Robert Robichet? Oui, Ah, ça doit être Didier qui fait Robert Robichet, non? Non, c'est toi. C'est moi, Robert Robichet, oui. Ouais. Ouais. Ça, c'était Bah, dans c'est le les- sketch de la police. Voilà. Alors après, Ah, c'était quoi l'adresse du viol, en fait? Oh là là, je sais pas. Je sais pas. On a un viol, oh, je sais plus. Ben, il avait raccroché avant, Didier. Ah ben oui, c'est vrai. T'es toujours le maillon véhiculatoire de la pensée de Richelieu? Non. Oui, comme tu veux. Là, j'arrive à un moment où tu peux me faire dire ce que je veux. Hein. Ce que tu veux, pardon. Non, mais c'est dingue parce que ça fait 30 ans et on se souvient de tout et ça a marqué plusieurs générations maintenant. Et puis quand c'est pas vous, ça marche pas. Ils ont essayé de faire une émission en donnant le texte à des comédiens, mais il y a eu d'autres expériences comme ça. Oui, récemment même. Oui, c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Autant la bonne idée qui était faite par la même production, c'était de nous réunir là pendant un week-end où on se racontait notre passé, parce que ça c'était, voilà, les gens ont apprécié. Je comprends parce que moi j'ai pris du plaisir, mais c'est vrai que c'était difficile là, les sketchs refaits à l'identique. C'était une fausse bonne idée. Si tu croisais Macron demain, tu serais capable de lui dire hey Manu, tu descends? J'espère que je trouverai autre chose, mais on lui a fait à Macron, d'ailleurs, j'ai jamais entendu. Je sais pas. Parce que tous les manuels, lui dire, tous les manuels, tu redescends parce qu'il a un peu... Tu redescends. Ça, je sais qu'à un moment, on disait ça. Bon, Manu, tu redescends. Ouais. Après, j'ai fait un truc. Enfin, on m'a conseillé, j'ai pas eu Ouais. l'idée, hein, parce que moi, j'avais surtout envie de te connaître mieux, mais C'est difficile. et moi, j'ai trouvé ça passionnant. Je sais que les gens s'emmerdent en écoutant l'émission, hein, Je pense. Ouais. parce que ils voulaient rire, mais on fait ce qu'on veut. Euh, Il y a bah, des gens qui vont aimer cette émission. Pas seulement rire. Enfin, je sais, quand je regarde des trucs de toi, t'as fait des trucs, là, le bistrot, tout ça, où ça déconne. Puis à un moment, c'est sérieux et c'est agréable aussi. On n'est pas à l'abri de se dire des choses sérieuses et pourquoi pas intéressantes. Alors j'ai un pote qui m'a dit tiens mais si t'as plus de questions, il y a ChatGPT. Moi je suis un boomer. Ah ouais, Je suis un boomer. J'ai pas l'habitude de me servir de ça. Ouais. Et j'ai dit comment il dit tu demandes. J'ai dit demande-moi des questions pour Bernard Campan. Alors c'est pas de Tu lui as demandé? Ouais. Ouais, c'est pas de moi, c'est de ChatGPT. Oh, ça va être bateau, non, quand même, non? Je te dis franchement, j'en ai lu 3, j'étais à la bourre et j'ai pas tout lu. Donc, on va aller. On va les découvrir. Prends ton Si temps. vous pouviez être un super-héros, quel serait votre super pouvoir? Ah. Pas mal la question. Ouais. L'érection. Érection Ouais. permanente? Pas le priapisme, mais l'érection à volonté. Voilà. S'il faut répondre une connerie, s'il faut répondre sérieux, la sagesse.
C'est pas un super pouvoir, la sagesse. Bah si, pour soi-même. Non, mais comme on l'entend, tu vois, dans l'esprit Marvel, Invisible. tout le monde, oui, voilà, on Ouais, dit voilà, invisible voilà. ou volé. Ouais, c'est vrai, ouais, d'accord. Alors, si tu étais invisible, tu ferais quoi? Là, le côté Bislard va Ouais, poindre voilà. son nez, là. Ah oui, moi je suis plus voyeur que exhibitionniste. Donc invisible, bah, c'est une petite souris et puis elle a entendre tout ce que les autres disent comme saloperie sur soi. Et ça doit être un peu agaçant, mais Quelle est ta blague préférée? moi j'en ai pas. Je suis très nul pour les blagues, je les retiens pas et quand on me les dit, je dis, ah oui, celle-là elle est super, mais donc là je peux même pas te dire. Ouais. Si vous pouviez dîner avec un personnage historique, vous choisiriez qui et pourquoi? Ah ouais, mais ça c'est vraiment toutes les questions que je déteste parce qu'à chaque fois, quel est le livre que vous avez, le livre que vous préférez, le film, le machin. Moi, je ne saurais pas ne quoi sais répondre à ça. Jamais. Moi non plus. Mais je sais pas. Si. Alors par exemple, je peux te dire, j'y pense Brassens, parce que Brassens, j'aurais envie de passer une soirée avec cet homme-là, parler tranquillement. Je sens que c'est pas quelqu'un qui serait dans la démonstration, dans l'ego, voilà. Et puis voilà, pouvoir parler avec Brassens, ça m'aurait. Il était un peu relou. Il parlait beaucoup de Fernande. Ah, ouais, bon, écoute. Il était un peu bloqué quand je pense. Non, mais quand dans la fameuse conversation à 3 avec Ferré Brel. Mais Brel, j'adorais Brel, Ouais. mais Brel, il y a un côté. Misogyne à mort. Ouais, misogyne d'une part, et puis très. Il est dans le spectacle, dans le démonstratif. Brassens, non, C'est la modestie à l'état. modestie, ouais. Ça me touche, ça, énormément. Avec ce talent. À chaque fois, vous avez du talent. Oh non, vous savez, j'ai rien. Moi, je peux pas, j'écris des petites chansons. Tu trouves pas que Renaud, il a quelque chose de Brassens? Bah, si, bah déjà, c'était Renaud avec sa guitare au départ, qui parle qui écrivait très bien. On peut partir de questions aseptisées, on développe un peu, on peut dire des choses pas mal. C'est un support de. Je te les lis pas toutes. Ouais. Je trie. C'est quoi le truc le plus bizarre que tu aies mangé de ta vie? Ah ouais, c'est pas mal ça. Ben je sais pas. Moi, c'est de la chauve-souris. T'en as mangé? Ouais, du bout des lèvres pour goûter parce que j'étais. Ouais, moi des insectes grillés là en Thaïlande. J'étais aux Seychelles, j'étais invité dans une famille, ils faisaient ça, donc j'ai goûté pour pas. Mais t'as mangé quoi, les ailes? Non, j'ai même pas eu le goût en fait. J'ai Ouais. fait semblant de manger. Mais sans la fourrure? Ah ouais, T'as pas mangé avec la J'étais cuisiné et tout. L'horreur. Enfin, quelle horreur. Comme quoi, c'est. Pourquoi? Oh là là, la phrase. La question. T'es Ouais. prêt? Non, allez, vas-y. Si vous étiez un animal, lequel et Ah pourquoi? bah ça, ChatGPT, il se fait pas chier. Là. Ouais, ça fait pas chier là. Si vous étiez un animal, j'en sais rien. Enfin, Moi, je réponds un homme toujours. Ah, c'est pas mal. Ou au pire, un Je sais bonobo. Ouais, je sais pas. Moi, je suis pas bon sur ces questions. Ta plus grande peur? Pas mal cette question. Ma plus grande peur? Non. Franchement, définitivement pas bon sur ces questions. Et sur Attends, il y en a une formidable. Vous préférez les gaufres ou les crêpes? Elle est formidable celle-là. crêpes. Bah, alors ça, c'est simple. Moi, si tu me donnes le choix, c'est simple. Ouais. Le Non, mais gaufre, on s'en c'est vrai fout. En que plus, on s'en fout partout, les C'est gaufres. vrai qu'on sort pas grandi de cette interview, de ces questions Ouais. d'intelligence artificielle. On voit plus le mot artificiel que l'intelligence. Ouais. Par contre, on ressent la bêtise humaine dans les réponses. Oh là là. Ouais, c'est pas bien. Non. C'est quoi? Disons une qui est pas bien. Quel est le pire conseil? Non, elle est pas mal celle-là. Quel est le pire conseil qu'on vous ait jamais donné? Ouais, moi, tous les conseils sur vas-y, te laisse pas faire, de la volonté, voilà, tu t'en fous, tout ça, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que je pense qu'il faut, au contraire, il faut essayer de s'ouvrir, de pas être dans la lutte. Alors, si la lutte doit être là, elle est là, mais j'aime pas ces conseils qui sont volontaristes. Impose-toi. Pose-toi, oui, tout ça. Tu t'en fous. Oui, mais non, je m'en fous pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Non, c'est plutôt, voilà, on accepte, ouvre-toi. Moi, je suis plus sur l'acceptation, évidemment. Mais je trouve que tu échappes pas au cliché du Ouais. clown triste. Ah bon? Parce que... Du clown chiant. Non, t'es pas chiant du tout. Mais triste. Et je suppute qu'il t'est arrivé quelque chose dans ton enfance, je sais pas quoi. Et peut-être qu'il t'est rien arrivé, mais moi, je pense qu'il t'est arrivé un truc. Non, je sais pas. Moi, non, j'ai le sentiment, évidemment, d'avoir eu une enfance assez plutôt heureuse. Ah, j'ai entendu un petit bruit. Merci. Hop là, pas plus. J'ai le sentiment d'avoir... Non, il y a eu qui est vrai. il y a eu un truc. Mais il y a eu des trucs, il y a eu plein de... Tu veux pas reparler de ce prêtre? Non, j'ai pas eu ça. Non, si. T'es dans le déni.
Moi, le seul prêtre qui m'a, au contraire, tu vois, c'était pas dur, en pour plus. ma communion, le prêtre, il avait Jean prêtre avec une guitare, tu vois, très moderne, qui avait dit non mais le paradis avec les petits anges, les machins, tout ça, rêvez pas, ça n'existe pas, c'est pas ça. J'ai dit putain, un prêtre qui renie voilà. Au contraire, non, moi j'ai rien contre les prêtres ni. Non, dans mon enfance, à la fois j'ai eu des traumatismes, mais tu sais les traumatismes. C'est pas forcément, bam, un truc terrible qui te tombe dessus, voilà, et qui te traumatise. Ce sont des petites choses répétitives, c'est un traumatisme. Genre, arrête, mais t'es bête, arrête, parce que tu peux être bête. Ça, c'est de façon répétitive, ça te traumatise. C'est quoi ta journée idéale pour toi? Par exemple, t'es très casanier, et là, t'es en répète au théâtre. Ouais. Donc, ça doit te faire chier. Non. Non, j'aime bien l'alternance, comme... Quand on me demande si je préfère le cinéma ou le théâtre, je dis mais ce qui est formidable, c'est de jouer au théâtre pour à un moment se dire oh, putain c'est super, mais j'aimerais bien faire un peu de cinéma. Mais au bout de 200 représentations, t'es content que ça s'arrête. Voilà, et je suis content de faire du cinéma, mais au bout de 2-3 films, je dis putain c'est chiant quand même de tourner. Non, ce serait bien de jouer une pièce. Moi j'aime bien l'un te permet de passer à l'autre avec joie. Mais alors, les moments de bonheur pour toi, c'est quoi? Quand tu te vois... Il y en a plein, il y en a toutes sortes. Oui, mais là, tu te vois en train de faire quoi, là? Si je te dis, c'est quoi un moment de bonheur? Dis-moi 2-3 trucs qui te viennent. À part toucher ton kiki, parce que ça, déjà, à l'époque, ta mère te le disait. Non, moment de bonheur, il y en a tellement, avec la famille, avec les amis, avec juste être dans mon jardin avec un moment apaisé, comme ça, où on entend juste les oiseaux, fin de journée. Voilà, il y en a plein des moments de bonheur. Là, en ce moment, je lis un Balzac là, de Zweig, c'est magnifique. Enfin, il y en a plein. Un bon repas, comme celui qu'on va faire après, ça sera certainement un moment de bonheur. Mais ce n'est pas le bonheur. On m'a dit, oui, c'est toujours des moments, que ce que tu préférais dans la vie, c'était ouvrir ton coffre, prendre tes liasses et regarder tes billets. Ah non. Tu adores l'argent. Moi, j'aime bien avoir des billets. Alors, il paraît que ça va disparaître là bientôt. On va tout voir chez tu vois, j'ai des billets là. J'ai jamais de liquide sur moi. Ah ouais, mais tu vois, ça c'est ce qui nous différencie entre autres. Et moi, j'aime bien avoir des billets. C'est un peu, j'imagine, comme à une époque au western, avoir un revolver. Ça me rassure, genre, je sors l'argent. Attendez, voilà, c'est qui le chef, quoi. Donc, je pense que ça me rassure. L'argent rassure. Donc, comme quand il est sur une carte bleue, bon, c'est plus invisible, mais concrètement... C'est moins concret, ouais. Ouais. Bernard, ne me dis pas qu'on arrive au bout, parce que qu'est-ce que tu vas en faire de cette émission? Pas grand-chose. On va la diffuser. Oh là là, quand même, c'est honteux. Tu penses que c'est pas diffusable, toi? Ça dépend. Tu peux le diffuser, mais qui va l'écouter? C'est ça le problème. Peut-être des gens qui va l'écouter jusqu'au bout. Qui veulent s'endormir. Moi, je m'endors avec des podcasts. Ah ouais? Quand je suis insomniaque, je peux en écouter 5 de suite. Non, je trouve que c'était intéressant, pas de te découvrir, parce que tu t'es livré dans pas mal d'émissions. Je ne sais pas si on a appris des choses sur toi, mais on ressent quand même ta recherche intérieure, laisse-moi finir, ouais, je te laisse ta bienveillance, ta gentillesse. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui transpirent. Alors, je vais te dire un truc très très con. Je trouve que tu es un mec bien. Alors, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Mais voilà, on a envie de te connaître, on a envie d'être pote avec toi. Et voilà, tu dégages tu dégages. Bon, je dégage, allez. Tu dégages. Ouais, ça me touche parce que je pense, oui, moi aussi, je suis attiré vers des gens que j'estime être bien. Donc, si je peux susciter ça, c'est formidable. Et en même temps, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se disent, oh là là, qu'est-ce que c'est ce bisounours à la con, là, qui nous fait croire qu'il a compris des trucs. Enfin, moi, je suis très critique par rapport à moi-même. J'ai toujours l'impression que quelqu'un me regarde et me juge. Et donc, c'est toi, cette personne qui... Oui, bien sûr, c'est un dédoublement c'est le jugement. C'est le jugement sur soi ou sur On verra si le podcast persiste, s'il y a des chiffres un jour, on verra. Moi, je suis très arithmomane, je compte tout. Et on verra si ça fait 3 personnes ou... Ah, tu peux savoir ça? 300 millions, je ne sais pas. Je démarre. Mais je me jetterai sur les chiffres. Bernard, pour finir, n'oublie pas, c'est toi que je t'aime. Ouais. Ouais, je t'aime beaucoup aussi, c'est toi. Merci Bernard. Ouais, bah écoute, merci. Je sais pas ce que je vais pouvoir regarder de tout ça, mais on fait au mieux. Bah, fait au mieux. On s'en fout. On va bouffer? On va bouffer, c'est moi qui t'invite. Ah, merci.